Autour de midi se poursuit en direct sur RTCI comme je l'annonçais il y a quelques petits instants. J'ai l'immense plaisir de recevoir professeur Zahra Marrakchi, présidente de l'association Hanen et membre du bureau fondateur de l'association, pédiatre spécialiste en néonatologie, professeur émérite à la faculté de médecine de Tunis et ancienne chef de service de néonat à l'hôpital Charles-Nicolle, ancienne présidente et fondatrice de la Société tunisienne de néonatologie. Bonjour, merci d'être avec nous sur RTCI. Bonjour Emna et merci pour l'invitation. Alors, professeur Zahra Marrakchi, Hanen, l'association Hanen, comment vous est venue l'idée tout d'abord de créer cette association et quels en sont les objectifs? Alors l'idée remonte aux années 2013-2014, lorsque une enquête nationale faite à l'époque avait montré des taux très bas d'allaitement maternel, particulièrement dans certains gouvernorats plus que d'autres. Mais déjà, la moyenne nationale, elle était très basse. Ça ne dépassait pas les 13,5% des femmes qui allaitaient leur bébé exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. C'était très bas. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et on avait commencé avec un groupe de collègues, avec l'appui de l'UNICEF, à cibler la région du Nord-Ouest, qui comprend les 4 gouvernorats, Jendo, Basselienne, Al-Kef, Béja, là où les taux étaient encore plus bas que la moyenne nationale. Donc on a commencé par mener un projet de sensibilisation et de formation des personnels de santé à l'allaitement maternel. Et puis, à la fin du projet, qui avait duré 2 ans, on s'est dit, bon, il faut qu'on évolue avec le groupe vers une ONG, une association pour poursuivre l'effort, pour continuer à l'échelle nationale, pour promouvoir l'allaitement maternel qui, même si la moyenne nationale était plus haute, mais quand même, elle restait très inférieure à la moyenne mondiale. Est-ce qu'on sait, professeur Marrakchi, pourquoi est-ce que ces taux que vous venez de citer dans certaines villes, dans certaines régions, étaient particulièrement bas? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ces taux ont changé? Alors, par rapport à la première question, oui. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est bas? Oui, les facteurs, il y a des facteurs, c'est multifactoriel, c'est plusieurs facteurs à la fois qui contribuent à ce taux très bas de l'allaitement maternel. Je cite quelques-uns parce que bon, on ne peut pas faire le tour de tous les facteurs, mais parmi les plus importants, c'est l'impact du marketing des laits industriels, avec surtout les sanctions qui ne sont pas très dissuasives lorsque l'industrie ne respecte pas le code international, parce qu'il y a un code international pour respecter donc certaines normes, certaines règles, ne pas faire de la promotion, ne pas faire de la publicité, ne pas donner des échantillons, etc. Donc la législation tunisienne qui a été mise en place quand même assez rapidement après la proclamation du Code international, c'est une législation qui n'est pas mal, mais qui n'est peut-être pas suffisamment dissuasive pour quand il y a des violations du code. Donc voilà, et puis alors il y a plein d'autres facteurs à côté, des facteurs culturels, socio-culturels je dirais, avec l'image donc de la femme moderne qui donne le biberon, le beau bébé, voilà, qui dort bien le soir, qui n'a pas de colique parce que voilà, il consomme le bon lait de boîte, voilà, etc. Cette idée qui hante les esprits que les femmes manquent de lait parce que un bébé qui pleure, un bébé qui crie, c'est égal bébé à faim, alors qu'on sait que c'est pas vrai. On reviendra sur ces clichés qui tournent autour de cette question tout à l'heure. Est-ce que ces taux ont changé aujourd'hui? C'était la deuxième partie de ma question. Voilà, alors les taux se sont améliorés au fil des années, ça il faut le souligner. On est parti quand même depuis 2008 de 6% d'allaitement à 6 mois.
à 13,5 dans les années, donc, comme je le disais, 2012-2013. Puis on est passé à 2023. La dernière enquête date de 2 ans, en novembre 2023, donc ça fait vraiment 2 ans. On est à 17,8%. 17, on va dire en gros 20%. Donc une femme sur 5, hein, pour que les chiffres deviennent un peu digestes pour nos auditeurs et nos auditrices. Une femme sur 5 seulement qui allaite son bébé exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Bon, ça peut-être, ça ne veut rien dire quand on lit comme ça un peu les chiffres, mais quand on fait de la comparaison par rapport à d'autres pays, par rapport à la moyenne mondiale des pays du monde, on voit qu'on est vraiment très, 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 très en arrière, puisque la moyenne mondiale n'est pas loin de 50%. Donc nous, on n'a même pas atteint 20%, donc on est très, très bas. Et surtout, ce qui fait un petit peu mal, c'est qu'on n'a pas atteint la cible fixée par les organismes onusiens qui est de 50% en 2025. La moyenne des pays l'ont atteinte, voire ils l'ont dépassée pour certains d'entre eux, mais pas pour la Tunisie. On est en 2025, on est à la fin et on est à 20%. Peut-être que durant les 2 dernières années, on a augmenté encore un petit peu. Ça, il faut une autre enquête pour le démontrer. Mais je ne pense pas qu'on soit quand même à 50%. Alors, il y a un autre objectif qui nous attend. C'est que pour ces organismes onusiens, ils ont aussi mis la cible à 70% d'ici 2030. Donc d'ici 2030, ça nous laisse un peu de temps pour vraiment conjuguer tous les efforts et pour améliorer ce taux qui n'est pas à l'honneur de la Tunisie, ça il faut le dire. Les 70%, ça vous semble un objectif assez difficile ? Il n'est pas difficile si vraiment on met en place des bonnes mesures, si on renforce la législation, par exemple par rapport au marketing des laits artificiels, si on fait de la formation massive des professionnels de santé, parce que les professionnels de santé, ils sont compétents, ils savent plein de choses sur l'allaitement, mais sur le plan de l'aide pratique, lorsqu'une maman a de la difficulté pour réussir son allaitement, souvent on manque d'outils pour accompagner les mamans et leur proposer les bonnes solutions pour réussir l'allaitement et non pas aller très vite vers la prescription d'un lait artificiel. Donc on manque de ça. Donc il y a ça à mettre en place, une formation, aussi des espaces baby-friendly comme l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, qui est une expérience très, très, très reconnue qui booste les taux d'allaitement maternel. Donc là, c'est une initiative qui est préconisée par l'OMS, l'UNICEF, donc des institutions internationales, qui est appliquée dans plusieurs pays. Le fait d'avoir un taux d'allaitement élevé ou bas, c'est pas comme ça, c'est pas une fatalité. Il faut œuvrer pour. Et donc, si on œuvre pour, en mettant en place des bonnes résolutions, on y arrivera, il n'y a pas de problème. Alors, professeur Marrakchi, on parle souvent des bienfaits ou des bénéfices de l'allaitement maternel. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, alors les bénéfices sont tellement nombreux que je dirais vraiment c'est une bénédiction du ciel, l'allaitement maternel, tellement les bénéfices sont importants et pas que pour le bébé. Certes, pour le bébé, pour la santé, pour les maladies, pour la mortalité infantile. Les études, là, il y en a plein. La littérature médicale abonde d'études qui montrent que vraiment, on a tout intérêt à ce que nos bébés soient allaités au sein. Ils seront moins malades, ils meurent moins, il y a moins d'allergies, mais ça, c'est des choses qui sont connues, classiques, je dirais. Ce qui est un petit peu moins classique, ce sont les maladies à long terme, les maladies du siècle, comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Tout ça, maintenant, on sait
que les individus qui ont bénéficié d'un allaitement maternel lorsqu'ils étaient bébés courent moins le risque d'être malades, d'avoir ces maladies du siècle. Et pas que le bébé, même aussi sa mère. Comment? Et oui, sa mère, les mamans qui allaitent sont moins malades déjà immédiatement après l'accouchement. Elles saignent moins parce que la mise au sein le plus tôt possible après l'accouchement va contribuer à réduire l'hémorragie, le saignement des femmes après l'accouchement. Elles seront moins anémiques, moins fatiguées, en meilleure santé, mais aussi l'allaitement est reconnu réduire l'incidence et le risque d'attraper un cancer du sein. On en parle beaucoup durant le mois d'Octobre Rose, on y est. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'attire l'attention à mes amis et collègues qui célèbrent l'Octobre Rose avec beaucoup d'efforts et beaucoup de bienveillance pour le dépistage précoce. C'est bien de faire le dépistage précoce parce qu'on améliore les chances de survie. Ça, c'est clair, c'est sûr, c'est très bien tout ce qu'ils font. Mais j'attire leur attention que le dépistage précoce, c'est bien, mais la prévention, c'est encore mieux. Et on peut prévenir. Encore une fois, le cancer du sein n'est pas une fatalité. C'est qu'on peut réduire le risque par la promotion de l'allaitement maternel, par la promotion d'un style de vie, en luttant contre la graisse abdominale qui est reconnue très inflammatoire et qui induit beaucoup de cancers, notamment les cancers hormonosensibles tels que le cancer du sein. Donc, la prévention, c'est bien. Donc, j'attire un peu l'attention sur ça, voilà. Je ferme la parenthèse pour continuer dans les bénéfices, donc pour la mère. De l'allaitement maternel. Chez la maman. Chez la maman. Donc, les cancers, les mamans aussi ont moins d'obésité, moins de risque de développer un diabète de type 2. Elles font moins d'ostéoporose, donc lorsqu'elles prennent de l'âge, qu'elles vieillissent. Donc, voilà. Et puis, sans parler bien sûr de toute la composante psycho-affective de l'allaitement maternel, l'allaitement qui renforce les liens mère-bébé, qui renforce l'attachement et crée un lien sécure pour l'enfant. L'enfant sécurisé par le contact du corps maternel, par le lait maternel, va être plus en harmonie avec le milieu dans lequel il vit. Il va avoir un meilleur neurodéveloppement, donc des meilleures possibilités cognitives et moins de problèmes de comportement tels que par exemple la délinquance à l'âge adulte. Ce ne sont pas des visions de l'esprit. C'est des études, tout ça, c'est soutenu par des études scientifiques qui ont montré donc le bon côté sur le neurodéveloppement de l'enfant qui est allaité au sein. Alors vous évoquez à l'instant le lien affectif, le lien psychologique. Je pose la question, il faudrait que la maman soit préparée, qu'elle ne soit pas stressée, qu'elle soit bien aussi psychologiquement au moment de l'allaitement pour justement pouvoir installer ce lien affectif. Bien entendu, c'est même, je dirais, obligatoire parce que on sait aussi, les études notamment de la neuroimagerie, tout ce qui est scanner et IRM cérébral, tout ça, ont bien montré que les mamans stressées, je parle d'un stress chronique, stressé, c'est-à-dire ça peut être le stress conjugal, d'un mari violent tout au long de la grossesse et après l'accouchement, un stress lié aux conflits, aux guerres, aux catastrophes naturelles. Au rythme de vie. Au rythme de vie. Donc, tout stress qui se prolonge dans le temps est vraiment néfaste justement pour l'enfant et pour le cerveau de l'enfant, où on va avoir, parce que là, en cas de stress, ce sont les hormones du stress qui vont opérer, qui sont délétères pour le cerveau de l'enfant, qui vont agir pour atrophier des zones du cerveau qui sont destinées pour le développement cognitif, pour
les bons sentiments, alors que d'autres parties du cerveau qui sont responsables des comportements plutôt agressifs, de la colère, de la violence, vont être plus développés et plus hypertrophiés. Et ça, c'est vu à la neuroimagerie et c'est démontré. Donc, c'est pour dire que pour avoir des adultes équilibrés et sécurisés, il faut sécuriser aussi la mère et faire tout pour que la mère ne soit pas stressée, soit sécurisée. Et pour ça, l'allaitement maternel, mon Dieu, joue un rôle vraiment très, très important. Alors, si vous permettez, M, je n'ai pas fini avec les bénéfices de l'allaitement maternel. Donc, encore quelques-uns? Oui, encore quelques-uns. On a vu en gros donc la santé de l'enfant, la santé de la mère, mais aussi l'environnement. L'environnement et justement, alors le thème qui a été retenu cette année par la WABA. La WABA, c'est l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel. C'est un acronyme qui veut dire l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel, a retenu ce thème de la dimension environnementale de l'allaitement maternel. Parce qu'en choisissant l'allaitement, on va vraiment agir en faveur de notre planète pour réduire l'empreinte carbone, pour diminuer les consommations d'eau. C'est écolo-friendly. Exactement. Alors, bon, j'ai des chiffres, mais peut-être quelques-uns, très rapidement. Alors là, c'est des publications internationales que je lis, j'ai noté. Ces publications disent que si chaque maman qui a un enfant de moins de 6 mois, qui allaite et qui va allaiter encore 1 mois de plus, eh bien, ceci va avoir un impact environnemental qui est très important et qui serait l'équivalent d'une plantation de 300 000 arbres supplémentaires. Wow. Exactement. Qu'il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre et notamment le CO2, donc l'oxyde de carbone, avec 7,5 milliards de moins de CO2, ce qui est l'équivalent, pour le traduire concrètement, à 30 milliards de kilomètres faits par une voiture. Alors, imaginez le tour de la Terre, combien de fois on peut le faire, juste si les femmes du monde allaitaient 1 mois de plus. Et sur le plan de la consommation d'eau, on pourrait réduire la consommation d'eau de 2,6 milliards de mètres cubes, ce qui est l'équivalent à 1 million de piscines olympiques. Donc, ce n'est pas des visions de l'esprit, un impact environnemental très important, reconnu et démontré. Et c'est pour cette raison que le thème de cette année, qui était pris par ces instances internationales, était la dimension écologique de l'allaitement maternel. Donc vraiment, on sauve aussi notre planète en faisant la promotion de l'allaitement maternel. Alors c'est quand même assez incroyable, je m'y attendais vraiment pas du tout à ces chiffres-là. Alors juste encore une petite chose et on finit avec les bénéfices, parce que les bénéfices, il y en a tellement, on peut rester toute la journée, croyez-moi, à parler de bénéfices, c'est extraordinaire. Le dernier bénéfice aussi qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est l'impact physiologique sur la physionomie du visage des personnes. Alors, en tétant le sein, l'enfant développe les muscles au niveau de sa mâchoire et donc on va avoir un meilleur développement maxillofacial des mâchoires, de la partie inférieure du visage. Et ainsi aura moins de soucis d'arcades dentaires étroites. Vous voyez autour de vous, là, il y a plein d'enfants qui vont voir les orthodontistes, etc., pour élargir un peu. On a plein de problèmes dentaires. Donc, la physionomie de la personne humaine durant ces dernières décades a changé à cause du non-allaitement des bébés et à cause donc d'une atrophie
du développement maxillofacial. Donc, alors, professeur Marrakchi, comment se déroule l'allaitement maternel? C'est-à-dire, plus précisément, de quel âge à quel âge? Et doit-il être exclusif? Alors, l'allaitement, il y a des recommandations internationales de l'OMS et de l'UNICEF qui sont là depuis plusieurs années et qui restent valables encore aujourd'hui. C'est de préconiser donc l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Exclusif veut dire on ne donne rien d'autre au bébé que le lait de sa mère. Le bébé a faim, a soif, il tète le sein. Le lait de sa mère. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est tellement complet, ça répond à tous ses besoins et ça peut être même dangereux de donner autre chose parce que si on donne autre chose, même si c'est du bes-bes, de la tisane de fenouil, que tous les Tunisiens connaissent très bien, ça se fait toujours aux dépens de l'allaitement maternel. Ça remplit l'estomac du bébé et ça se fait toujours aux dépens de l'allaitement maternel. Donc, exclusivement pendant les 6 premiers mois et qu'à partir de l'âge de 6 mois, on peut commencer progressivement à diversifier l'alimentation, à introduire d'autres aliments solides. L'enfant sera aussi préparé, il sera même outillé du point de vue motricité et muscles, il va bien tenir sa tête, etc. et va être capable à pouvoir manger autre chose que le lait. Et c'est à ce moment-là on va commencer progressivement, sans vraiment le forcing. Si l'enfant ne mange pas tout son bol de broudou, comme on dit, c'est pas bien grave. Il mange de soupe, un petit peu, et puis demain, la semaine prochaine, il va manger mieux, progressivement, petit à petit, parce que à côté, le lait de sa mère, parce que les mamans sont appelées à poursuivre l'allaitement maternel, tout en diversifiant l'alimentation. Et le lait maternel permet de couvrir les besoins de l'enfant jusqu'à 1 an. Donc, ce n'est pas bien grave s'il ne finit pas sa soupe, s'il ne finit pas les autres aliments. Donc, il ne faut pas qu'on soit stressé ou stressant par rapport au nouveau-né. Donc, progressivement, sans urgence, petit à petit, on va inviter l'enfant à découvrir d'autres goûts, d'autres saveurs. Et puis, alors, pendant combien de temps? Alors, l'OMS et l'UNICEF disent que jusqu'à 2 ans, voire plus. Voire plus. Donc, 2 ans, c'est ce qui est préconisé. Et alors, monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, quand ils enfantaient leurs petits, au début de l'humanité, monsieur et madame Sapiens allaitaient leur bébé. Le sevrage, le problème du sevrage ne se posait pas, il se posait tout naturellement et tout spontanément, comme dans toutes les espèces, chez les autres espèces, les mammifères. Chaque espèce a sa particularité et a son âge de sevrage, mais pour l'espèce humaine, le sevrage naturel et spontané se fait vers l'âge de 4 ans à peu près. Alors, si on laissait les bébés comme ça à l'état spontané. Alors justement, très rapidement, parce que c'est peut-être pas le propos aujourd'hui, comment se fait ce sevrage? Est-ce qu'il est facile à mettre en place? Il peut être compliqué si on n'a pas s'il n'est pas bien accompagné ou qu'on n'a pas compris qu'il faut y aller vraiment progressivement et doucement et respecter l'enfant et les demandes de l'enfant et même parfois les demandes de la mère parce que dans notre expérience dans la société civile, on a plusieurs témoignages dans l'association de mamans qui voudraient bien poursuivre l'allaitement au-delà de 1 an, au-delà de 2 ans. Mais il y a une telle pression de l'entourage, des mères, des grands-mères, des belles-sœurs, des collègues au travail, etc. Mais madame, vous allez continuer à allaiter. Mais il a grandi, votre enfant, il a pris de l'âge. Mais ça y est, sevrez-le, etc. Donc les mamans ont ce discours régulièrement au quotidien. Et finalement, il y a une telle pression qu'elles viennent demander, malgré elles, un accompagnement pour le sevrage. Mais voilà, c'est ça le problème. Donc le choix des mères, assez souvent, c'est les mamans
quand l'enfant demande, c'est difficile, c'est pas possible de résister et de dire non, il faut respecter la nature et respecter les demandes de l'enfant. Voilà ce que je dirais. Avant de parler des 6e journées nationales de l'allaitement, une dernière question autour de cette question. Vous évoquiez tout à l'heure quelques clichés. Justement, quels sont les clichés qui gravitent le plus, on va dire, autour de la question de l'allaitement maternel, histoire d'en citer quelques-uns, professeur Marrakchi? Oui. Alors, justement, il y a beaucoup, malheureusement, d'idées reçues ou de croyances qui sont des croyances très limitatives. Genre que le bébé n'est pas... mon lait ne suffit pas, je ne produis pas suffisamment de lait parce que l'enfant y pleure. Et puis justement, encore une fois, l'entourage n'est pas toujours favorable à l'allaitement. Tout le monde est là pour encore rappeler à la maman que votre lait ne suffit pas, vous ne voyez pas, il est en train de pleurer, de crier, il faut lui donner un supplément, non, vous n'êtes pas capable de subvenir à ses besoins. Et tout ça n'est pas vrai, hein? Bien sûr, parce que la physiologie fait que, comme encore une fois, pour les autres espèces mammifères, on produit, il y a l'offre et la demande. Plus un enfant tète, plus il y a de lait et ses besoins vont être satisfaits. Et puis ça, on peut très bien suivre ça en voyant un bébé qui pousse bien, qui se porte bien, qui mouille ses couches, etc. Donc, que demander de plus? Donc, on a des moyens pour savoir que vraiment l'allaitement, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de supplémenter le bébé et on doit absolument faire face à ces croyances qui sont aussi soutenues malheureusement par le marketing des laits artificiels qui, en proposant des laits pour le confort des bébés, pour les coliques, pour le reflux, pour je ne sais pas quoi, soutiennent de manière un petit peu sournoise et indirecte que si votre bébé ne dort pas bien la nuit, que s'il a un inconfort, que s'il a des coliques, le problème, il est peut-être au lait maternel. Donc, et voilà, on a la solution. Donc finalement, à travers le marketing, à travers ces phrases, justement, le lait industriel répète et soutient tout ce que entend la maman du matin au soir. Absolument, il crée ce besoin-là. Et ils savent bien agir, ils savent bien intervenir en ne laissant pas de traces et en faisant de manière aussi très, très moderne et très attractive. Hein, il faut les voir sur les réseaux sociaux, etc., avec les influenceuses et tout. C'est vraiment là, de ce micro-là, moi je fais un appel à nos autorités de santé vraiment pour... absolument faire urgemment quelque chose pour entourer ces violations du code et de la législation en renforçant les textes nationaux et vraiment à mettre en place des mesures dissuasives pour cette industrie des laits artificiels. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je reçois professeur Zahra Marrakchi, je le rappelle, présidente de l'association Hanen et membre du bureau fondateur de cette association. Les 6e journées nationales, on y arrive, de l'allaitement auront lieu les 7 et 8 novembre à la Cité des Sciences. Je vous laisse le soin de nous en parler, professeur Marrakchi. Merci beaucoup de me donner cette opportunité pour parler des 6e journées. Alors, c'est un événement qui a lieu une fois par an et on le programme à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement. Vous savez que la Semaine mondiale de l'allaitement est célébrée en Tunisie du 1er au 7 novembre de chaque année et que donc à cette occasion, l'association met en place plusieurs actions, activités et en particulier un événement scientifique et on est à la 6e édition cette année. Alors cette année, nous avons choisi un thème pour ces 6e journées
qui est l'allaitement maternel est un allaitement maternel choix prioritaire, Oui. tissons un réseau de soutien durable. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, que tous les efforts des autorités de santé, mais aussi de tous les acteurs, y compris donc les ONG qui œuvrent pour ça, de mettre en place des actions pour soutenir l'allaitement maternel à différents goulots d'étranglement, là où vraiment il y a un problème qui peut réduire la pratique de l'allaitement maternel. Et si vous permettez, allons-y. Voilà, je passe en revue quelques goulots d'étranglement. Alors, en commençant dans l'ordre chronologique des choses, alors, le premier goulot, c'est au niveau prénatal, durant la grossesse, et je dirais même avant la grossesse, c'est vraiment mettre en place des mesures pour informer, sensibiliser les futures mamans à l'allaitement maternel, à l'importance de le commencer le plus tôt possible après la naissance, après l'accouchement. Pourquoi pas mettre en place une consultation prénatale dédiée à l'allaitement maternel, comme le font plusieurs pays, notamment les pays qui ont les taux les plus élevés d'allaitement maternel. Ils ont une consultation d'allaitement maternel en prénatal durant la grossesse avec des spécialistes de l'allaitement, des consultantes en allaitement, qui est dédiée à l'allaitement. Pour donner des brochures, pour informer, pour sensibiliser. Ça, c'est très, très important de le faire en amont auprès des femmes. Parce que la pratique montre aussi que plein de femmes qui, arrivant à l'accouchement, elles n'ont aucune idée. Aucune idée. Ça, personnellement, moi, je l'ai vécu dans les salles d'accouchement, dans les salles de naissance. Quand on propose aux mamans la mise en peau à peau, elles sont surprises. Pourquoi elles sont surprises? Parce qu'elles n'ont pas entendu parler de cette pratique avant leur arrivée à l'hôpital. Elles n'ont pas été voilà. encadrées. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je la situerai en pernatal, donc au moment de la naissance et de l'accouchement. On arrive à la maternité. Alors, pourquoi ne pas créer chez nous, mettre en place l'initiative hôpital ou maternité amie des bébés? C'est une initiative qui date de plusieurs années, plusieurs décades même, qui est mise en place dans plusieurs pays et qui va vraiment faire tout pour que la maternité soit amie avec les bébés. Alors, il y a plusieurs règles à ça, notamment une dizaine de règles à mettre en place. C'est pas très compliqué, hein. Il y a une formation à faire pour le personnel de la maternité. Ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. C'est juste de la conviction et donc la mise en place par la formation des soignants notamment, et à valoriser ce contact permanent entre la maman et le bébé et œuvrer pour la zéro séparation mère-bébé. Et un bébé qui vient au monde, il a besoin d'être sécurisé sur le corps de la mère, peau à peau, corps à corps avec la mère, pour que le bébé retrouve ses repères, les repères qu'il connaît depuis la vie intra-utérine, depuis la niche sensorielle intra-utérine. Il connaît l'odeur, la voix maternelle, les bruits du cœur de la mère, la chaleur maternelle. C'est une continuité qu'on crée en réalité. Après la naissance, en mettant tout de suite le bébé peau à peau avec la maman, le bébé va retrouver cette odeur, les bruits du cœur de la mère, la voix, la chaleur, la voix. Et ce contact est tellement bénéfique
pour la réussite ultérieure de l'allaitement maternel, mon Dieu, que ça devient une erreur médicale, je dirais, si on ne propose pas ça aux parturientes, aux femmes qui viennent accoucher dans les maternités. Ça, il faut absolument donc œuvrer pour que le contact peau à peau, il faut que ça dure le temps nécessaire aussi. Hein. C'est pas juste on montre le bébé comme on est en train de le faire dans certaines maternités. Voilà, on fait du pot à pot en montrant le bébé à sa mère juste à la naissance, en lui présentant le bébé pour qu'elle l'embrasse, et puis ça y est, ça va, le bébé il va dans son berceau en verre et la maman reste toute seule sur la table d'accouchement. Non, une séance de pot à pot, c'est un contact pendant au minimum 1 heure de temps, 2 heures de temps, quand bien sûr tout va bien. Sur le plan médical, tant pour la maman que pour les bébés. Et assez souvent, les statistiques montrent que les accouchements, ça va bien, 9 fois sur 10. Donc, pour 90% des bébés, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Donc, il y a l'étape que j'appelle l'étape pernatale, donc au moment de la naissance. L'autre goulot d'étranglement, c'est le retour au domicile. Alors, le retour au domicile, là aussi, parfois, il y a beaucoup de difficultés que les mamans vivent en rentrant chez elles. Elles se retrouvent seules face à un enfant, mais avec un entourage qui n'est pas toujours baby-friendly, qui pousse à la consommation des laits artificiels et qui pousse la maman à douter de ses capacités, à ne pas avoir confiance en sa capacité de subvenir aux besoins de son bébé et à succomber à cet entourage à la moindre difficulté qu'elle peut rencontrer. Alors, comment on peut faire? Eh bien, c'est en accompagnant les femmes, en faisant de la formation massive du personnel soignant, en encourageant à la formation de ces expertes de l'allaitement qu'on appelle actuellement les consultantes en lactation humaine, qui est une spécialité en plein essor dans le monde, mais qui n'a pas encore ses chances en Tunisie, donc pour justement accompagner et aider les femmes. Alors, le dernier goulot d'étranglement, c'est le retour au travail aussi. Il faut en parler parce que en milieu professionnel, les milieux professionnels ne sont pas tous baby-friendly. Il n'y a pas souvent de salles mises à la disposition des travailleuses, des femmes pour tirer leur lait. Je ne parle pas de crèche, etc. Je parle d'un endroit, vraiment une petite salle avec un point d'eau, avec un petit frigo, avec un tire-lait pour qu'elle puisse tirer son lait et le garder pour son bébé. Donc voilà, très brièvement, un petit peu les goulots d'étranglement qui impactent la réussite de l'allaitement maternel très brièvement. Il y a beaucoup à dire pour chacun d'entre eux. Alors, si vous avez raté une partie de l'entretien, n'hésitez pas à le retrouver sur notre chaîne YouTube. Les 6e journées nationales de l'allaitement, je le rappelle, auront lieu les 7 et 8 novembre à la Cité des Sciences. Ces journées, finalement, pour qui? Alors, ces journées sont ouvertes aussi bien pour les professionnels de santé. Et quand je dis professionnels de santé, pas seulement les médecins, mais médecins bien sûr, médecins, pédiatres, néonatologistes, obstétriciens, mais médecins de famille, les sages-femmes, les nutritionnistes, les puéricultrices, enfin tous ceux qui sont concernés par la petite enfance, par la périnatalité, par la parentalité, mais aussi toutes les professions qui sont en rapport avec la petite enfance, comme les monitrices de crèche, etc., mais aussi aux familles, aux mamans et aux familles qui vraiment veulent s'instruire en matière d'allaitement maternel. Donc, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Venez en masse, inscrivez-vous via notre site. Et comme on dit, marhaba bikum. Merci beaucoup, professeur Marrakchi, pour le temps accordé, pour ces informations très précieuses. Une dernière fois, je le rappelle, les 6e journées nationales de l'allaitement auront lieu les 7 et 8 novembre à la Cité des Sciences. Je recevais depuis midi professeur Marrakchi, présidente de l'association Hanen et membre du bureau fondateur de l'association, pédiatre spécialiste en néonatologie, professeur émérite à la faculté de médecine de Tunis et ancienne chef de service
service de néonat à l'hôpital Charles-Nicolle, ancienne présidente et fondatrice de la Société tunisienne de néonatologie. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès pour ces journées nationales de l'allaitement. Merci beaucoup, Emna. Merci, RTCI. Merci à vous. Autour de midi se poursuit toujours en direct. Dans quelques instants, il sera 13h. Les titres de l'actualité vous seront proposés par Zied Mahjoub, Tarek Drissi à la réalisation, Sofiane Benjim à la création digitale, Emna Louzir au micro et en direct avec vous. Merci beaucoup.